Mon fils, il est suicidaire depuis qu'il a 8 ans. Il a de la misère à vivre avec ça. Il a de la misère à s'accepter avec ça, puis il a de la misère à vivre avec la souffrance que ça lui fait vivre. Parce que c'est douloureux des tics. Pas pour tout le monde, mais pour lui, il se blesse avec ses tics. J'aimerais ça dire « Hey, maman, embarque dans un avion, on s'en va en Italie, on s'en va, tu sais. » Mais elle, son bonheur, il est pas là, tu sais. Elle, son bonheur est d'être à la maison, dans un quotidien très organisé, une stabilité qu'il faut pas déranger. Ouais. Puis c'est juste notre présence, tu sais, d'être là, de s'asseoir autour de la table. Je suis proche aidant, donc il y a un fardeau subjectif qui vient avec la proche aidance en santé mentale, c'est-à-dire que j'ai pas nécessairement de tâches concrètes à faire dans l'aide, mais c'est une charge mentale et émotionnelle qui est quasi présente 100% du temps. Bonjour, ici Marina Orsini et bienvenue à ce 5e épisode du balado des proches aidants. Rendu possible, ce balado-là est rendu possible grâce à l'appui des proches aidants, qui est un service qui vise à améliorer la vie des personnes proches aidantes du Québec. Une thématique délicate aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la santé mentale. Vivre au quotidien avec quelqu'un qui souffre de problèmes de santé mentale peut vraiment amener un proche aidant dans une spirale d'émotions et de beaucoup de solitude et d'isolement. Donc, comment jongler avec cette réalité-là au quotidien? On fait quoi quand la charge mentale est trop lourde? On va parler des particularités de la maladie. On va avoir des conseils aussi pour nous aider à mieux composer avec cette réalité-là. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir l'animateur et porte-parole de l'association Avant de craquer, une association dédiée au mieux-être des proches d'une personne vivant avec un problème de santé mentale. Donc, je parle de Jean-Philippe Dion, qui est aussi proche aidant de sa maman. Également autour de la table, Mélanie Lamotte, maman d'un garçon de 24 ans qui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Et finalement, Valérie Fortier, intervenante psychosociale qui offre un soutien précieux aux proches d'une personne vivant avec les troubles de santé mentale. Alors, installez-vous. Bienvenue au balado des proches aidants. Sa réalité de proche aidant a débuté alors qu'il était tout jeune. Dès sa naissance, Jean-Philippe, sa maman a fait une première dépression. Vers l'âge de 10 ans, la situation s'est empirée de plus en plus. Il partait souvent à l'école avec une boule dans l'estomac parce qu'il voyait que sa mère n'allait pas bien. Jean-Philippe Dion, bonjour. Bonjour, Je suis vraiment contente que tu sois là. Ben, je suis content d'être là, je suis content de partager ça, même si c'est quand même des souvenirs. Tu sais, j'entends ça, puis tout de suite, on dirait qu'on reconnecte tout de suite avec le petit bonhomme qu'on était. Ouais. Il y a une belle chose que tu dis, c'est que de plus en plus dans ta vie, tu voyais que le pétillant dans les yeux et dans le sourire de ta mère s'éteignait. Mm-hmm. Puis tu te prends l'exemple parce que tu lui ressembles, tu as ses mêmes yeux, puis on le voit, là, on peut tout de suite imaginer, parce que toi, ton sourire... Non, mais c'est ça, on a la banane au visage là, dans notre famille. Là, mais ça va dans les yeux aussi, toi, c'est tout ton visage qui est magnifique, qui s'illumine. Ben, tu sais, puis ma mère, c'était ça, c'était de savoir, en fait, quand elle avait plus son sourire, c'était là, signal d'alarme. Il y avait comme quelque chose. Moi, ma mère, là, quand j'étais jeune, là, c'était autant la cuisinière à la maison, celle qui faisait notre lavage, le ménage, c'était ma coach de baseball, c'était celle qui organisait ses parties de bureau, les parties de famille. C'était ma mère, c'était partout. Mère, là. Mon père était présent, mais c'était un homme d'affaires qui travaillait beaucoup. Donc, c'était vraiment ma mère qui était comme la superwoman. T'sais. Fait que t'as tout vécu ça avec ta mère, exactement. Mais t'as tout vu ça s'éteindre aussi. Ouais, puis il y a eu une transformation, évidemment, après ça, avec l'impact de la médicamentation, de la maladie, avec tout ce qui est arrivé dans sa vie. Il y a une lourdeur, une charge. Mais tu sais, ce sourire. En fin de semaine, je faisais des boîtes chez eux puisqu'ils font des travaux dans leur maison. Puis je les aidais. Puis là, je triais ses robes avec elle. Puis ça, puis je la faisais rigoler. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, ça c'est ma maman que j'aime. Là. Tu sais, c'est la maman qui me rappelle ma maman d'enfance. Là, l'espèce de petit sourire moqueur, l'œil brillant, tout ça. Fait que, tu sais, c'est encore là, puis c'est encore précieux. Là. Ça, c'est quand même formidable que c'est encore là. Ouais. Parce que ça aurait pu juste... Elle aurait pu devenir... insensible, gelé, justement, par la médication. Ouais. Hein? Fait que toi, quand tu partais, quand tu étais petit, en fait, tu partais à l'école inquiet, tu passais la journée inquiet, puis en revenant, tu étais encore inquiet. Ben oui, puis tu sais, c'est pas 365 jours par année pendant 20 ans. Non, mais c'est quand même un climat de base. Oui, puis tu sais, c'est aussi qu'à un moment donné, il
il y avait, je sais pas, le temps des fêtes devenait une période pour ma mère stressante. Donc là, on savait qu'à partir de novembre, là, le temps des tourtières était pour être dur cette année. T'sais. Là, après ça, c'était oui, mais il y a aussi l'été finalement qui devenait aussi une période. Ouais, mais là, il y a aussi l'automne. Fait que là, finalement, il y avait souvent des périodes dans l'année qui, pour nous, on anticipait déjà le stress qu'on pouvait avoir. Il y a eu des Noëls qui n'étaient pas des Noëls extrêmement joyeux, même si on était gâtés, il y avait bien des cadeaux en dessous du sapin, mais ultimement, c'était pas ça qui était important. Là, c'était l'état de santé de ma mère, puis l'atmosphère dans la famille aussi. Oui, c'est ça. Puis tu dis parce que ton père a toujours été là, il est encore là, tout à fait. Père. Oui, vraiment, mes parents vivent toujours ensemble, en couple. Ma sœur aussi, on était 2 enfants. Moi, j'étais le plus jeune de la famille, mais tu sais, donc c'est ça. Puis à un moment donné, ma sœur, elle, est partie étudier à l'extérieur, donc au cégep à Sherbrooke. Donc, je me suis retrouvé dans la maison aussi comme jeune adolescent, avec un peu plus de responsabilité parce que mon père s'occupait de moi, s'occupait de la maison, mais s'occupait aussi de son entreprise, devait travailler, s'occupait de ma mère aussi, qui était parfois hospitalisée. Puis moi, je voulais aider ma mère à ce qu'elle aille mieux, mais je voulais aider mon père à ce qu'il soit capable d'aider ma mère. Fait que c'était comme... Puis tu l'aidais. Il y a une période, tu écrivais les chèques pour Hydro-Québec, tu préparais la comptabilité. Mais j'ai toujours eu un petit côté germaine en moi. Fait que j'aime ça organiser le monde. C'est pas pour rien que tu es un grand producteur aujourd'hui. Non, là. mais je le dis tout le temps que ça vient de là. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça, dire OK, qu'est-ce que je peux faire pour être utile? J'avais besoin de me sentir utile. Fait que là, le samedi, je passais à la balayeuse. Je préparais des carrés au sirop d'érable parce que ma mère, c'était le dessert qu'elle me faisait puis que j'aimais donc. Fait que quand tu étais hospitalisé, j'y en faisais à peu près 3 fois par semaine. Mais je me souviens, à un moment donné, elle est sur son lit à l'hôpital, puis ça va pas bien, puis elle dit « Jean-Philippe, j'en peux plus de tes carrés. » Tu sais, parce que t'en apportais à chaque fois, c'était comme les carrés de l'amour, là. Tu sais, c'était oui. juste pour lui montrer que je l'aimais, mais c'est ça. Puis tu sais, je pouvais donc préparer les chèques pour que mon père, ça aille plus vite. Tu sais, j'essayais vraiment de faire tout ce que je pouvais. Imagine. Mais surtout aussi beaucoup, je me mêlais aussi beaucoup de l'environnement médical de ma mère. Tu étais proactif. Oui, vraiment. Puis j'ai appris en devenant aussi porte-parole du réseau Avant de craquer que c'est important de prendre part à la solution. C'est un travail d'équipe. Moi aussi, j'ai appris ça avec ma mère. C'est vraiment ça. Peu importe quel type de proche aidant on est, d'aider, de donner de l'information au personnel soignant médical. Parce qu'un psychiatre, là, il va baser, en fait, son traitement sur ce que son patient ou sa patiente va lui dire. Tu as tellement raison d'aborder ça parce qu'on va en parler aussi tantôt, mais c'est ça qu'il y a de différent avec la santé mentale. Exact. C'est que il y a tout le volet confidentiel. Ta mère, c'est une adulte, c'est une femme autonome. Exact. Fait qu'il y a des affaires qu'elle veut pas, elle, qu'on dise, puis que entre elle et son médecin, là, mais là, après, les autres autour sont pas au courant de tout. Non, c'est ça, exactement. Fait que, c'est important de réussir quand même à partager un peu d'informations au médecin pour que lui comprenne bien, puisse adapter la les réalité, suivis. Là, le quotidien c'est de ça, ta mère. Si elle a des idées qui sont un peu farfelues, c'est important de le communiquer parce que peut-être que pendant l'heure de la rencontre, elle va être correcte, elle va dire ce qu'il... Elle veut faire bonne figure, ça va bien. Exactement, parce que moi, je me souviens, ma mère me disait tout le temps, je veux pas plus de médicaments parce que c'est ça aussi qui est difficile pour ces personnes-là, c'est que ces médicaments-là sont tellement forts. Heureusement, ça change, puis il y a d'autres choses là, qui existent maintenant, puis il y a d'autres molécules et tout ça. Mais c'était ça, je ne veux pas me sentir gelé tout le temps. Fait que c'est dur pour ces personnes-là aussi d'être soignées. Donc, bref, elle vivait ça. Moi, évidemment, comme jeune, quand j'allais à l'école, il y avait des journées où le midi, je prenais mon 25 cents dans le téléphone public, puis j'appelais ma mère pour savoir si elle était toujours en vie, puis dans quel état elle était, puis juste prendre contact avec elle parce que ça me stressait trop. Ouais. C'est sûr. Puis est-ce que ton entourage était au courant, comme à l'école? Y a-tu du monde où c'était comme pas mal secret? Là, moi, j'ai un souvenir là, de très, très jeune, là, primaire, que un cousin m'avait dit « Toi, ta mère est folle ». Mais ce cousin-là était dans la famille de ma mère, tu comprends? Et dans la famille de ma mère, sur 8 enfants, je pense qu'ils sont 6 à avoir des problèmes de santé mentale et les 2 parents en avaient. Donc, c'était extrêmement présent. C'est génétique, là, c'est dans vraiment. le sang. Puis moi, ça m'avait traumatisé parce que je me disais, hey, même les gens de ma famille ne comprennent pas ce que ma mère vit, tu sais. Puis tu sais, je me souviens de commentaires de ma tante, puis de tout ça, tu sais, qui jugeaient ou qui disaient des choses. C'était présent au sein de la famille en général. Fait que... Assurément. Fait que ça, je me souviens de ça. Puis après ça, évidemment,
clairement, la famille a été présente. Puis, tu sais, ma grand-maman, qui était la mère de mon père, a été très, très présente pour nous aussi, tu sais. Fait que, oui, tu sais, puis ma mère a des amis aussi, des amis d'enfance. Et elle vit toujours dans le même village où ils sont nés, mes parents. Là, tu sais, ils sont jamais sortis de ce village-là. Fait que le réseau, noyau, hein? oui, c'est ça. Puis ce réseau-là a été extrêmement précieux. Des amis présentes, des belles-sœurs, qui ont vraiment été là pour ça elle. Prend un village, hein? Vraiment. Puis sans tout ce monde-là, je suis pas sûr qu'on serait dans la même belle situation maintenant. Ouais. Tu dis, tu sais, nous, eux, mes parents. Parle-moi de ton père, parce que ton père, à travers tout ça, là, je veux dire, oui, c'était un monsieur occupé, il avait une business, fait qu'il y avait différentes réalités, mais lui, comment il a fait pour survivre à ça? Encore aujourd'hui, il est là, Dieu merci, mais il aurait pu casser en deux lui aussi à travers ça. Ben, tu sais, après ça, évidemment, c'est leur histoire à eux, mais clairement, je pense que mon père a réussi à trouver ses soupapes à lui pour que, tu sais, parce que d'être toujours collé sur la personne, à un moment donné, ça devient invivable. Fait que mon père, il vit sur une terre, ils sont dans le bois. Mon père, c'est un gars de bois qui va bûcher son bois, qui va travailler sur sa terre. Il est dans ses épinettes, puis ça lui fait du bien. Ça lui fait vraiment du bien. Toi aussi, tu as trouvé du confort là-dedans dans ta vie. Hein? Assurément. Ça, là, pour ventiler, toi, la nature, tu viens de là, mais quand même, c'est resté dans ta vie pour t'aider. C'est pas pour rien que j'anime une émission qui s'appelle La vraie nature. C'est là. vrai, ça hein? peut pas être plus moi. J'ai besoin. Moi, je m'étais toujours dit qu'avec mon métier, la première chose que je voulais m'acheter, c'est un chalet pour avoir mon lieu dans la forêt sur le bord de l'eau parce que c'est ça qui me calme, c'est ça qui me fait du bien. Puis ça a été extrêmement précieux pendant ma vie. J'aimerais ça parler de toi, avec toi, du bonheur, parce que ça, je trouvais ça vraiment intéressant quand j'ai découvert ça de toi, c'est que on n'a pas tous la même image ou idée du bonheur dans la vie. Mm-hmm. Toi, tu es un gars, justement, tu es ambitieux, tu aimes ce que tu fais, ça te rend heureux, tu es dans le bonheur, tu veux donner du bonheur aux autres par tes émissions de télé, tout ça. Comment tu t'as dealé avec ça au fil du temps par rapport à ta mère? Parce que vous n'avez pas du tout la même image, les mêmes besoins, la même croyance par rapport à c'est quoi qui nous rend heureux. Oui, bien, tu sais, c'est dur parce que, tu sais, moi, j'aimerais ça maintenant dire, tu sais, j'ai réussi dans la vie, je peux me permettre de gâter les gens autour de moi. Tu sais, j'aimerais ça dire, hey, maman, embarque dans un avion, on s'en va en Italie, on s'en va, tu sais. Mais elle, son bonheur, il n'est pas là, tu sais. Elle, son bonheur est d'être à la maison, dans un quotidien très organisé, une stabilité qu'il ne faut pas déranger. Ouais. Puis c'est juste notre présence, d'être là, de s'asseoir autour de la table, de manger sa tourtière qu'elle nous a fait, puis c'est carré au sirop d'érable. Bien, c'est juste ça qui la rend heureuse, puis il ne faut pas déroger à ça. Fait que, faut vraiment réussir à bien comprendre aussi c'est quoi le bonheur des autres, puis que notre bonheur à nous doit passer par le bonheur des autres et non notre bonheur qu'on veut transposer ou transposer exactement, aux autres c'est quand ça. Même. Parce qu'elle elle a trouvé là, une stabilité, même au niveau, j'imagine, de la des médicaments. Là, ils ont trouvé les bonnes cellules, les bonnes... Puis je suis pas médecin, là, mais selon moi aussi, je pense qu'à partir du moment où la ménopause arrive dans la vie d'une femme, je pense que, moi, ça... Après ça, je suis pas dans le calendrier menstruel de ma mère, mais je pense quand même que la ménopause a fait en sorte aussi que le dérèglement hormonal a été rough pour sa santé mentale, mais qu'une fois que ça a été passé, là, elle est stable. Puis depuis les 8 dernières années, c'est très stable. Puis vous avez une belle relation. Tu te sens... Tu dis la semaine passée que tu es allé l'aider à faire des boîtes. Oui, non, mais c'est ça. Je suis très présent pour eux. Puis je suis en train là, de me construire une maison de campagne pas loin de leur maison parce que je vais être proche pour les prochaines années. Puis je veux passer plus de temps avec eux aussi parce que c'est important pour moi. Ils ont quel âge, là, tes parents? Ils ont 65 ans. Ah, ils sont pas vieux. Non, pas du tout. Non, pas du tout, là, c'est ça. Mais c'est ça aussi, moi, des fois, qui m'attriste, c'est que j'aimerais ça que ma mère puisse vivre son 65 ans. Je vois des gens partir faire le tour du monde. Oui, mais elle, c'est pas ça. Non, mais exactement. Dit, hein? Elle, c'est pas ça. Il faut accepter ça. Puis ça fait partie aussi de notre rôle de proche aidant. Là. Exact, mais tu le dis. Toi, tu dis, moi, je me semble que je suis pas un proche aidant. Je suis pas ça. Moi, j'ai pas été ça. C'est mon père qui s'est occupé Non, mais c'est comme si j'ai l'impression de prendre de la lumière. Déjà que, on a beaucoup de la lumière dans notre vie, mais là, j'ai l'impression, des fois, de prendre trop de lumière par rapport à ma situation familiale parce que, mon père est là au quotidien.
quotidien, là, tu sais. Donc, au quotidien, pour aller chercher les médicaments, pour des rendez-vous, pour, tu sais, ma mère conduit encore, mais ça la stresse un peu et tout ça. Fait que tu sais, lui, c'est énorme ce qu'il fait. Mais je pense que ta lumière rejaillit sur eux aussi, Jean-Philippe, puis ils doivent tellement être fiers de toi. Puis c'est sûr. Peut-être que ta mère, elle te l'a jamais dit, mais de voir que tu as réussi dans la vie à travers son parcours à elle, qui t'a habité, qui t'a inquiété, qui t'a affecté quand même, tu sais. Non, mais je le sais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Elle nous dit tout le temps que, tu sais, sa plus grande réalisation, c'est ses enfants, là, tu sais. Fait que quand tes enfants vont bien, là, mais on est mieux de pas bousiller ça. On est mieux de toujours rester sur le droit chemin. Oui, c'est ça. C'est une petite pression pour nous autres. On veut pas que ça change, On veut pas, non. Parle-moi de cet organisme-là dont tu es porte-parole, évidemment, puis naturellement à cause de ta maman, là, ça a fait que tu as développé une sensibilité. Donc, avant de craquer? Avant de craquer, exactement. C'est un regroupement, c'est qui? En fait, donc une association. Il y a plein d'organismes partout à travers le Québec, près d'une quarantaine à travers l'échelle du Québec, qui est là vraiment pour aider les membres de l'entourage. Donc, Donc, avant de craquer, là, c'est un peu partout au Québec? Partout. Parfait. Regardez, partout. on vous donne déjà un outil. Site web avantdecraquer.com. Mais il y a une ligne aussi, 1-855-CRAQUER, pour aider les gens. Donc, si on est, tu sais, si notre mère, si notre blonde, si notre chum, si notre meilleur ami à l'école a des problèmes de santé mentale et qu'on ne sait pas quoi faire, comment aider, et aussi qu'on cherche de la référence sur comment s'aider nous-mêmes. Parce que, tu sais... C'est ça, notre balado. Si on veut aider les proches aidants, parce que ceux qui sont malades d'un cancer, de ci, de ça, ils vont avoir accès à des services médicaux par des médecins. Mais les aidants, là, je veux dire, il y a tellement de solitude là-dedans. Puis si le village autour s'effondre, là, qui va rester pour aider la personne? Exactement. C'est extrêmement important. Puis, tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on était allé à Oasis Santé Mentale, qui est un des organismes qui fait maintenant partie du réseau. Qui existe toujours dans la région de Granby. Puis, on était allé chercher donc de l'aide là pour avoir de la documentation puis des informations. Alors, je sais que c'est important puis que c'est vraiment précieux. Puis, il y a des gens qui sont vraiment compétents, qui sont là pour vous aiguiller. Puis, c'est extrêmement important. Tu es aussi très impliqué. En rentrant, tu t'es assis puis tu parlais d'un hôpital. Puis la conférence de presse était dans ton école où tu es allé. Mais en fait, c'est que moi, à un moment donné, j'ai cherché un sens à ma carrière, parce que je trouvais que c'était le fun là, de faire des Star Academy puis des grands divertissements. Mais je me disais, qu'est-ce que je vais laisser comme trace, moi, dans la vie? T'sais, dans 10 ans, là, je veux pas qu'on se rappelle de moi pour avoir produit un Star Academy, mais j'ai le goût d'avoir changé le quotidien de quelqu'un. Puis j'ai compris que la santé mentale, pour moi, c'était pour être mon créneau puis la cause que je veux appuyer. J'ai produit Bye avec Alexandre Taillefer à Radio-Canada, où on a parlé de santé mentale chez les jeunes, avec toute l'histoire de son fils et problèmes de jeu et tout ça. Donc là, c'était un projet télé que je pouvais produire, mais qui était pour être utile dans ma société. Puis j'ai aussi approché l'hôpital de Granby où ma mère a été traitée parce que je trouvais que je sais pas si tu es déjà entré dans une aile psychiatrique d'un hôpital, mais c'est rarement très beau. Hein? Puis les gens vivent là. C'est un milieu de vie. Tu peux passer entre 3 semaines là et 1 an là, dans l'aile psychiatrique d'un hôpital. Et je voyais que les autres départements de l'hôpital c'était beau, c'était bien peinturé, des belles machines modernes. Parce que ça avait des belles photos dans des trucs revues, gouvernementaux. Mais la zone psychiatrique, elle, c'était des trous dans les murs, un éclairage de néon qui flashait. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme une histoire d'horreur, en fait, là, c'est ça. Exactement. Puis les gens qui travaillent là, ils veulent que ça change, mais ils n'ont pas les ressources. Fait que j'ai travaillé pour essayer avec eux d'aller chercher de l'argent. Puis là, dans les dernières années, ça fait 5 ans qu'on fait une course de bateau dragon dans laquelle moi je suis impliqué. Là, la course était là avant. Pour le département à l'hôpital de Granby. Exactement. Puis on a ramassé près d'1 million de dollars en 5 ans avec des gens d'une fondation de l'hôpital de Granby incroyable qui travaillent fort. Moi, ça me touche. Puis, tu sais, moi, je leur ai dit, moi, tu sais, c'est un contrat à vie, là. Tant que vous allez vouloir de moi, je vais être là. Parce que maintenant, en fait, là, le département est bien. Tu sais, évidemment, c'est pas devenu le Ritz-Carlton, là. Mais mais il y a de la peinture, c'est murs, on a réparé les trous. Il y a des vélos stationnaires, c'est ça. Puis, bon. Mais là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc là, dans la collectivité, maintenant, il y a des cours de conditionnement physique, autant pour les gens qui sont hospitalisés à l'hôpital, qui vont
vont aller dans un gym, autant les gens de la collectivité ils vont pouvoir se déplacer, aller faire du conditionnement physique, s'entraîner avec des éducateurs, avec des gens spécialisés. Puis là, on a ouvert le volet jeunesse pour aider les jeunes. Donc, maintenant, des conférences dans les écoles secondaires, dans le coin. On veut sensibiliser. Puis là, il y a comme 250 jeunes qui vont venir là, en mai pour venir ramer. Donc, tu sais, cette journée-là, ils vont savoir qu'ils rament pour la santé mentale. T'es animé quand tu parles de ça. Puis moi, je trouve ça beau. Je trouve ça super beau parce que je me dis, hey, ces jeunes-là, là, moi, au secondaire, là, d'un, j'haïssais ça, le sport. Mais si on m'avait dit, viens ramer pour la santé mentale, j'aurais eu envie. Donc là, tous ces jeunes-là, ils deviennent des porte-étendards. Ils comprennent c'est quoi, tu sais. Fait que je trouve ça bien beau. Matt Duff va venir, et, tu sais, je l'appelle. Puis je sens que les gens ont envie de s'impliquer pour la santé mentale. Puis ça, je trouve ça bien beau. Mais je trouvais ça beau parce que tu m'as parlé de la conférence de presse sans tomber ça, ouais. dans t'as vécu de quoi? Parce que ça s'est passé donc à l'hôpital de Granby, ça se passe pour l'hôpital. Vous avez fait la conférence de presse dans ton école où t'es allé à l'époque où ta mère était pas bien. Non, puis j'ai pleuré tout le long. C'était comme... Et t'as braillé ta vie, mais tu te rends-tu compte comment la boucle? Ah non, mais c'est fou. Puis c'est ça, moi, qui m'émeut dans la vie. Tu sais, c'est de voir... Vraiment? Tu sais, le chemin parcouru pour revenir à la bonne place. Puis tu sais, les professeurs qui venaient me voir. Puis tu sais, une prof d'art dramatique qui, moi, c'est elle qui a allumé l'étincelle, là, tu sais. Puis elle est venue me voir. Puis là, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Puis tu sais, j'essayais de parler de ma mère. Puis j'essayais... Il y avait un monsieur qui était là, qui est comme le monsieur du IGA du coin, qui donne de l'argent. Un bon commanditaire, partenaire. Oui, puis un bon Jack, là, un bon monsieur. Puis je le remerciais, puis je pleurais, puis j'étais comme, ben voyons, Jean-Philippe. Mais c'est comme, extraordinaire. Mais c'est comme tout ce mélange d'émotions-là. Après toutes ces années-là, une fierté. T'es venu à ta rencontre de toi, puis toute ta vie, avec maintenant la possibilité de faire une différence, puis de changer la réalité de bien du monde. Oui, puis là, je me sens utile dans la vie. Oui, mais ça paraît. Merci tellement, Jean-Philippe. Ça fait plaisir. On aurait pu jaser longtemps, mais je te dis bravo pour d'avoir pris le temps de venir nous parler. Puis là, j'apprends à te connaître de plus en plus. On s'est vu autrement cette fois-ci. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on t'aime. C'est cette histoire-là. C'est l'homme que tu es devenu dans ta vie. C'est le producteur que tu es. Tu es un producteur formidable. Tu fais tellement des belles affaires. Puis je comprends encore plus et mieux maintenant. Ouais. Merci. Merci. T'embrasseras ta maman et ton père aussi. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Mélanie Lamotte est mère de 2 jeunes adultes, Samantha, 21 ans, et Sébastiano, 24 ans, qui lui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Et aussi, la liste est longue, aussi des troubles associés comme l'impulsivité, l'hypersensibilité sensorielle, obsession et compulsion, anxiété et dépression, ce qui entraîne souvent des crises d'agressivité, parfois de la violence, des crises suicidaires. Au fil du temps, il a développé une dépendance aux jeux de casino en ligne et au cannabis. Il n'a pas d'emploi stable, ne fonctionne pas dans un programme d'études et n'a pas d'amoureuse, ce qui l'affecte énormément. Sa fille de 21 ans a un trouble du déficit de l'attention. Mélanie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir. J'ai tellement été touchée par votre histoire, là. Depuis toutes ces années-là, votre fils a 24 ans, c'est ça, hein? Oui. Et je me dis depuis, en plus de la grossesse, là, quand même, ça fait 25 ans, que vous vivez. Mais en même temps, ça n'a pas commencé dès le départ avec Sébastiano. C'est vers l'âge de 5 ans qui est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé la maternelle, puis là, à la maternelle, il a commencé à avoir des tics moteurs, donc des clignements d'yeux. Des tocs? Ça pourrait-tu être comme dans la famille des tocs aussi? Bien, c'est différent. Ah, OK. Des tics, c'est vraiment des mouvements involontaires. C'est neurologique, oui, hein? C'est ça. C'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte aussi la santé mentale parce que c'est un manque d'autocontrôle au niveau du corps, mais aussi au niveau des pensées, au niveau des émotions, au niveau des comportements. Donc, ça, avez-vous pu voir ça venir? Mélanie, parce que là, 5 ans, les 5 premières années, il était comment? Bébé, il était vu comme un petit garçon actif, réactif, enjoué, sportif, curieux.
Puis, il fréquentait un CPE, puis ça allait bien. Là-bas, les gens étaient pris comme ils étaient. Donc, il était valorisé pour ses forces. Il y avait des défis comme tout le monde. Un petit talent qui déplaçait de l'air, puis, comme bien des enfants. Oui, puis que des fois, il réagissait quand il n'aimait pas la senteur d'un chandail d'une personne, un dessin d'une personne ou des choses comme ça, mais sinon, ça allait bien. C'est vraiment à la maternelle où là, il a fallu qu'il rentre dans un cadre assez rigide. Puis... il y a des règles, il y a des règles. Il faut se limiter, il faut oui. écouter, il faut lever la main, il faut... Hein? Oui, puis là, il a développé aussi le goût de plaire, le goût de réussir, le goût de satisfaire les exigences des enseignants. Mais avec son manque d'autocontrôle, il réussissait pas. Puis, c'est ça. Là, ça engendrait... On ne sait pas si c'est ça, parce que même sans stress, il y a des tics. Au fil du temps, là, au début, on se posait beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qui l'a stressé en ce moment? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que c'est ça qu'on nous disait à l'hôpital, que c'était le stress. On ne nous disait pas que c'était le syndrome de la Tourette. Parce qu'il faut avoir aussi un tic sonore pour avoir le syndrome de la Tourette. Puis ça, il l'a développé vers l'âge de 7 On répète des affaires, on sacre, ça arrive en dehors de nulle part. Hein, lui, son tic sonore, c'était des reniflements, des grognements, comme un peu le son du cochon. Puis ça arrivait comme ça à tout moment. Plusieurs fois dans la journée. Le professeur l'a déjà mis à la porte en disant, il est en 2e année, je crois, puis il disait, va te dérhumer dehors, tu reviendras quand tu auras fini. Il fallu que j'explique que c'était des tics, qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, qu'il ne pouvait pas sortir de la classe quand ça arrivait. Il fallait qu'il soit inclus dans la classe. Mais mon fils, il avait peur aussi du jugement des autres. Oui. Donc, il avait peur de dire que c'était des tics. Ouais. Fait qu'il faisait semblant que c'était un rhume, mais un rhume qui finit pas. Donc, le diagnostic avait jusque-là jamais vraiment été posé, là, parce qu'on a toujours peur de mettre des étiquettes. Là, il y a tout ça là, dans notre société. Bien, ça a été un problème. Les gens ils disent qu'ils ne veulent pas d'étiquette, mais moi, je trouve que ça fait du bien d'avoir une étiquette. Je suis bien d'accord avec vous. Parce que nos problèmes ont commencé quand il y avait 5 ans. Ensuite, on est allé plusieurs fois à l'hôpital. Mon fils, à un moment donné, il avait un tic de se rentrer le doigt dans l'œil. Avec ses clignements d'yeux, il se rentrait le doigt dans l'œil. Il me disait, maman, si tu fais pas quelque chose, je m'en vais me pitcher devant un char. Je suis plus capable. Il vous disait ça. Il était capable de nommer ça, Sébastiano. Là. Mon fils, il est suicidaire depuis qu'il a 8 ans. Il a de la misère à vivre avec ça. Il a de la misère à s'accepter avec ça, puis il a de la misère à vivre avec la souffrance que ça lui fait vivre. Parce que c'est douloureux, des tics. Pas pour tout le monde, mais pour lui, il se blesse avec ses tics. Il y a déjà eu des fractures de clavicule. C'est des fractures de stress à force de faire toujours le même mouvement. Il y a déjà eu des blessures. Puis par-dessus les blessures, il continue à faire ses tics. Oui, c'est ça. Il y a déjà une blessure, mais le tic existe quand même. Ça guérit. Oui. Moi, à un moment donné, il était couché dans le lit. Là, c'était la 3e fracture de clavicule. Il n'était pas capable de se brosser les dents, pas capable de manger, pas capable d'aller à l'école. Il faisait juste crier crier de douleur, puis il disait « aidez-moi », puis on n'était pas capable de l'aider. Et là, il n'y a toujours pas le syndrome de la Tourette. Là. On entend ça, à ce moment-là, il y avait le syndrome de la Tourette. Il y a eu le diagnostic à l'âge de 11 ans. Donc, jusqu'à 11 ans, là, ça a été un peu le néant. Là. Ça a été qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Qu'est-ce qui vit? Qu'est-ce qu'il y a de pas correct? Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça a été, on va essayer de se trouver des moyens de corriger ce qu'on fait pas correct, de travailler, par exemple, nos interventions parentales, notre cadre, notre père parental, essayer de travailler là. C'est toujours aussi sur la ligne, hein, parce qu'on ne veut pas surprotéger nos enfants, non, c'est ça. Mais en même temps, on veut les protéger, puis on est toujours jugé de tout bord, de tout côté aussi, avec tout le monde. Puis quand on ne sait pas ce qu'il y a, bien, c'est ça que ça amène. Ça amène des remises en question personnelles. Ça amène aussi chez lui un sentiment d'incompétence. Oui, oui, c'est ça. Tu vaux rien. T'es juste un paquet de troubles. Je serais supposée d'être capable. Le monde me dit, je serais supposée d'être capable. Je suis pas capable. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Donc, il est conscient de tout ça. Là. Il a développé des troubles anxieux, une faible estime de soi, un manque de confiance en lui, des symptômes dépressifs. Pauvre trésor. Vous dites depuis tantôt, Mélanie, nous, les parents, nous, qu'est-ce qu'on fait de pas correct?
votre mari, Sandro, je pense qu'il a eu beaucoup de difficultés, lui, à assumer ça, à assumer que ça existait, ça. Hein? Il faisait de la négation. Il niait ça quand même. Bien, ça aussi, hein, c'est difficile parce que quand on n'a pas de diagnostic, mon conjoint, pour lui, c'était « il n'y en a pas de problème. Tout est beau. » Puis ce qu'on voit du syndrome de la Tourette à la télévision, c'est souvent des gens qui sacrent, des gens qui consomment. Mais en même temps, c'est pas ça le syndrome de la Tourette. Moi, je fais partie de l'Association québécoise du syndrome de la Tourette depuis 13 ans. Je fais partie d'un groupe de soutien, puis je peux vous dire que la détresse, l'impulsivité, les troubles associés, l'hypersensibilité sensorielle... C'est toutes des affaires qu'on dit moins, on nomme moins souvent, en fait. Hein, parce que c'est vrai, on parle des gestes, on parle des cris, on parle des blasphèmes, mais il y a tout... Il y a tout un côté qui est beaucoup plus silencieux, mais qui se passe en dedans. Oui, là. puis l'éthique, ben ça va des orteils jusqu'aux yeux, là, puis la tête, puis ça change de place à tout moment. Il y a des tics qui durent 2 mois, il y a des tics qui durent 2 ans. Ça change, puis ça revient, puis c'est à ne rien y comprendre, mais c'est ça le syndrome Gilles de la Tourette. Puis c'est pas les blasphèmes, là. Il y a juste 10% des gens qui ont le syndrome de la Tourette qui, à un moment donné dans leur vie, vont avoir le tic, la coprolalie qu'on appelle, là, de dire des mots obscènes. À travers tout ça, Mélanie, là, avec un conjoint en plus qui, les premières années, je pense que là, ça a changé avec le temps, mais vous deviez vous sentir une immense solitude, isolement. Parce qu'on a l'impression aussi d'être fou. On a l'impression d'imaginer des choses. On nous dit qu'on imagine des choses. Aussi, tu sais, comme... Quand j'allais à l'hôpital avec mon fils qui voulait se tuer à cause de ses tics, puis qu'on me disait, il est stressé, retournez à la maison. C'est des tics moteurs. Ensuite, c'est des tics vocaux. Ensuite, bien, c'est quand est-ce que je vais avoir de l'aide, moi, avec ça? De l'aide adaptée, il n'en existe pas. Il n'y en a pas. C'est pas reconnu, le syndrome de la Tourette. Comme le trouble de spectre de l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental dans la même famille que le syndrome de la Tourette. Oui. Le trouble de spectre de l'autisme a son propre programme au CLSC. Il y a des services de base puis des services de première ligne. Il y a même du soutien à la famille. Ils donnent du budget pour du répit. Le syndrome de la Tourette ne fait pas partie d'aucun programme. Il n'y a rien. Il n'y a aucun programme. Si on a besoin d'aide, ils vont nous envoyer soit en santé mentale, soit aux services généraux. Mais il n'y a pas de programme officiel. Non. Puis là, les gens, les intervenants, je suis moi-même travailleuse sociale dans le réseau. Là. En plus, bien, j'allais le dire, en plus, vous êtes une travailleuse sociale, vous. Oui. Puis dans le réseau, les gens ne connaissent pas le syndrome de la Tourette. Les enseignants connaissent très peu le syndrome de la Tourette. Même les médecins connaissent peu le syndrome de la Tourette. Il y avait... peut-être un psychiatre on pouvait dire qui était spécialiste du syndrome de la Tourette chez les adultes, puis il a pris sa retraite. C'est quoi une journée type avec votre fils Sébastiano? Là, une journée qui vire mal, là. Ça peut commencer le matin, il se lève, puis ça va bien. Bien, ça peut commencer le matin qui va pas bien parce qu'il se sent anxieux, dépressif, ou il y a des tics, ou il n'est pas bien. Il ne se sent pas bien, que ce soit à cause de son hypersensibilité, son anxiété, sa dépression, il n'y a pas eu une bonne nuit de sommeil, ça arrive aussi. Oui, puis là, il va être fragile à tout ce qui va se passer autour. En se levant. Vous le savez tout de suite, là. Vous le savez. Oui, ça peut. Bien, c'est que ça passe de 0 à 10 en une fraction de seconde. C'est sûr qu'on voit qu'il ne file pas, mais il file presque jamais, mon garçon. C'est vraiment difficile. C'est quotidien. Quand on dit la charge est quotidienne, autant pour lui que pour nous, c'est quotidien. Est-ce que vous pouvez me raconter, là, vous vous souvenez d'une journée, là, il s'est levé, il y avait de l'air bougon, il s'est assis, on y a fait une toast, puis là, ça a déclenché. Avez-vous comme une... Ah, il y en a plein. J'ai plein d'événements, là, traumatisants même, où, par exemple, c'était une journée couleur à l'école. Il y avait des codes vestimentaires à l'école. Puis là, c'était une journée de la Saint-Valentin, je pense. Puis là, il fallait qu'il porte un chandail rouge, bien, un chandail de couleur. Puis là, il avait peur de ne pas porter le bon chandail. Bien, il l'a défait en 1000 morceaux sur lui. Ça peut être aussi un petit logo qui le dérange sur un chandail parce qu'il y a de l'hypersensibilité ou une étiquette, il peut déchirer un chandail sur lui. Un ami qui a dit quelque chose qui l'a bouleversé, il va rentrer à la maison, il va casser une porte en 1000 morceaux. Un trou dans le mur.
Là, il mesure 6 pieds 3, 200 livres. Vous dites que des fois, il est comme Hulk. Oui, c'est vraiment comme Hulk. C'est vraiment comme Hulk. Il y a quelque chose qui arrive, il veut pas se transformer, il se transforme, il casse tout. Après, il se sent mal, puis il faut réparer les pots cassés. Puis, il a fait peur aux gens autour de lui en même temps. Des fois, il y a des propos suicidaires, puis il y a aussi des propos homicidaires envers nous. Des fois, il est menaçant envers nous aussi. M'a vous tuer, Oui. Comment on fait, Mélanie, pour vivre comme ça? Ben, en fait, comment on fait? Ben, vous avez carrément fait une dépression qui a duré 2 ans. À un moment donné, est-ce que ça fait longtemps? Ça doit faire 4 ans, je dirais. Ça a duré 2 ans. Puis ça a été quoi? Ça a été vraiment comme une accumulation de ce quotidien-là, la job, les responsabilités. Et Oui. vous avez cassé, vous avez craqué un jour? Comment ça s'est produit, ça? Oui, j'ai vraiment étiré l'élastique plus loin que j'étais capable de le supporter. Puis, c'est arrivé quand ma fille de 21 ans, elle a fini le secondaire 5. Mes 2 enfants ont fini le secondaire 5, puis j'ai l'impression de les avoir vraiment portés au bout de mes bras pour y arriver. Il y a ça. Ma fille, à 15 ans, elle m'avait annoncé qu'elle voulait arrêter l'école. Ensuite, elle avait changé. TDAH, votre Ouais, fille, trouble d'alimentation, trouble... Maintenant, oui. Aussi, hein? Donc, elle aussi... L'anxiété. Puis là, elle voulait arrêter l'école. Elle voulait faire un DEP pour éviter d'aller à l'école. Puis finalement, elle a changé d'idée parce qu'elle n'était pas capable d'aller faire un DEP. Elle n'était pas assez prête pour ça. Puis l'école a refusé de la reprendre. L'école de quartier a refusé de la reprendre. Je me suis battue pendant 1 mois. Elle était à la maison pendant que les gens commençaient. Puis je savais qu'elle avait déjà de la misère à l'école. Puis pendant 1 mois, ils ont refusé qu'elle aille à l'école. Il fallait que je me batte. Finalement, elle a réussi à y aller sous plein de conditions. Il fallait qu'elle aille tous les cours. En tout, on a travaillé fort. Puis finalement, quand on y est arrivé, puis en même temps, moi, je faisais beaucoup de bénévolat pour l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Puis je travaillais, puis je vivais les crises à la maison. Puis à un moment donné, mon corps, il a juste lâché. J'étais au travail, pendant mes pauses, je dormais. Pendant l'heure du dîner, je dormais. À 4 heures, quand je revenais à la maison, je cognais des clous dans ma voiture. C'était même dangereux. Je dormais ensuite, quand j'ai arrêté de travailler, je dormais 20 heures sur 24. J'étais plus capable, j'étais brûlée, j'avais tout donné. Je voulais même plus vivre parce que je disais, moi, j'ai tout vu dans la vie, là, ce que je voulais voir, j'ai tout fait. Je n'ai plus rien à donner, c'est fini, je veux partir. Puis finalement, ben, j'ai réussi à passer à travers. Comment? J'ai réussi à passer à travers en me donnant du temps, en me sentant moins coupable de pas être à la hauteur, de pas réussir. Oui, mais on fait ça comment? Parce que c'est beau le dire, là, on le nomme de façon intellectuelle, mais... Mais premièrement, reposer. Donc, votre mari prend la relève? Oui. Bien, mes enfants sont rendus grands aussi. OK. Je suis là quand même à la maison pour les urgences, pour la gestion de crise et tout ça. Mais sinon, je reste dans ma chambre, je dors, je me lave pas, je sors, je suis même pas capable d'aller prendre des marches de 10 minutes. J'existe, là. Oui, non, là, c'est vraiment... Je pense même pas jamais de m'en sortir. Mais je m'en suis sortie en allant consulter un psychologue. Donc ça, vous avez eu cette capacité-là de dire, oui, j'ai besoin d'aide, alors voici. Donc, vous avez posé des gestes concrets. Oui, puis aussi en essayant maintenant de faire du lâcher-prise aussi. Ça, on fait ça comment? Bien, de laisser ses enfants assumer... Oui, parce qu'ils n'ont pas 4 ans puis 6 ans. Là. C'est ça. Hein? À un moment donné, ce sont des ados, j'imagine, à l'époque, qui s'en vont vers la vie d'adulte. De faire leur choix, puis de baisser nos attentes, puis de juste être content qu'ils soient en vie. C'est ça, mes attentes maintenant, juste qu'ils restent en vie. Ouais. Puis de prendre soin de moi, de m'occuper de moi. De quelle façon? Parce que là, il y a les gens qui vous écoutent, hein? Fait que c'est sûr que de vous écouter, de vous regarder, puis de nous raconter votre vie, c'est sûr que les gens, on est comme des éponges, là. Parce que vous nous donnez des clés, en fait. Oui. Bien, c'est sûr que j'ai essayé de prendre du recul par rapport à mon investissement sur mes enfants. D'être là en cas de besoin, d'assurer leur sécurité en cas de besoin, mais vraiment là, de me concentrer sur moi-même. J'ai des bons amis, j'ai une belle famille. Ça, c'est important, l'entourage. Ah, oui. Les amis, oui. Même, je dirais surtout, parce que des fois, la famille, veut pas, c'est complexe. J'imagine que vous avez dû avoir des périodes où
vous vous sentiez jugé ou vous ne racontiez pas tout parce que... Non, souvent, on me le reproche, mes enfants me le reprochent, mais je suis pas mal un livre ouvert avec ma famille puis mes amis. Puis je leur dis, ben c'est ça ma méthode de survie. Eux autres sont là pour m'aider moi. Moi, je suis là pour vous aider vous. Donc, j'ai besoin d'eux autres. Fait que oui, ils sont au courant. C'est sûr qu'on se fait juger. Vous avez vécu ça, là, le Oui, jugement? oui, surtout au début, surtout justement là, quand on commence à comprendre, quand on commence... Chaque personne a comme... C'est sûr qu'on le voit dans le regard des gens. T'es pas assez sévère, t'es trop sévère, tu mets pas assez de limites, tu mets trop de limites. T'es trop rigide. Ah oui, puis trop souple. Puis, tu sais, dans le fond, là, on prendrait 20 personnes, puis il y aurait des opinions complètement opposées. Certains dans le milieu, mais je me suis entourée de gens qui m'acceptent comme que je suis, qui acceptent notre situation comme on est, qui sont là en cas de besoin, selon nos besoins. Sans juger. Sans juger. Peut-être qu'ils jugent à quelque part en dedans d'eux, mais je pense que c'est normal. Jusqu'à un certain point, c'est normal. C'est une vie particulière. Oui, parce que c'est vraiment pas... on voit pas ça tous les jours, là, des familles comme la nôtre, puis des défis comme les nôtres. Vous, votre mari, Mélanie, est italien. Oui. On a des grandes qualités, les Italiens, mais tu sais, le sens de la famille, on l'a toujours dit, c'est très, très ancré. Parce que vous dites qu'il y a eu des périodes dans cette vie-là où vous auriez fait appel à la DPJ pour placer votre fils dans un foyer ou dans un centre. Et pour votre mari, c'était comme il n'y en est même pas question. Il n'y en est pas question. C'était la vie à la mort. Oui, puis c'est encore ça aujourd'hui, même s'il y a 24 ans, parce que moi, j'aimerais ça qu'on les prépare à voler de leurs propres ailes, à être responsables et autonomes le plus qu'ils peuvent, tout en restant aidants, là, mais plus à distance. Puis pour lui, c'est... mon fils ne veut pas partir de la maison. Ma fille, elle aimerait partir de la maison, mais elle n'a pas une scène. Puis là, ni un ni l'autre travaille? Ma fille travaille à temps partiel de temps en temps. Mais votre fiston, non? Dépense l'argent qu'elle a pour ses choses. Oui, mon fils travaille aussi, mais à son propre compte comme livreur de repas. Donc il conduit? Il conduit. OK. Oui. OK. Bien, ça, quand même... Oui, il y a des péripéties avec la conduite aussi, mais... J'imagine. Oui. Vous parliez, tu sais, j'imagine que vous, l'étiquette de proche aidante, c'est dans votre vie, c'est un langage que vous connaissez, que vous comprenez. Hein? Est-ce que vite, vous avez réalisé dans votre vie que vous étiez une proche aidante? Bien, je suis convaincue d'être une proche aidante maintenant, mais quand mes enfants étaient plus jeunes, je me disais, c'est le rôle d'une maman, quand même, d'être là pour ses enfants. Ben oui. Puis vous les avez désirés, ces enfants-là, hein, c'est sûr, là. Puis, mais avec le recul, là, c'est sûr et certain que j'étais proche aidante puis que je le suis encore. Comme là, vous êtes ici aujourd'hui avec nous, puis j'imagine qu'il y a toujours une petite case qui se dit « OK, il se passe quoi à la maison? Qu'est-ce qu'il fait? Y est-il arrivé de quoi? » Est-ce qu'on a toujours cette petite lumière-là qui est stand-by, là, ou... Moi, là, je pouvais pas laisser mes deux enfants ensemble à la maison, seuls, là, jusqu'à temps que mon fils il a eu 18 ans à peu près. Ça arrivait, là, entre le travail puis l'arrivée au domicile, que j'avais des téléphones parce qu'il était tout seul, puis là, ça pétait, il y avait des crises. Je savais pas si je devais appeler le 911. Des fois, même à la maison, j'ai dû appeler le 911 quelques fois. Donc, c'est sûr, surtout c'est sûr que quand on vit un instant vraiment fragile où mon fils, on a peur à sa sécurité, on ne le laisserait pas tout seul. Mais c'est les crises que ça, on dit, ben là, on part, on est correct, le bateau roule, puis finalement, il arrive quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Ça arrive. Fait que oui, c'est toujours dans notre tête. Ça existe, c'est présent, c'est en éveil tout le temps. Oui. Vous disiez tantôt que, bon, à travers votre dépression pendant 2 ans, vous avez même, par moment dans votre vie, souhaité mourir, en fait. Hein? Oui. Vous avez voulu en finir. C'est pas arrivé, mais j'imagine qu'à travers ça, parce que je veux aller vers votre couple. Tu sais, votre couple, ça fait 25 ans là, que vous êtes ensemble. 25 ans mariés, 30 ans ensemble. Comment on passe à travers ça comme couple? De toute évidence, là, votre mari était plus dans le refus, il niait tout ça au départ. Il a bien vu au fil du temps que non, il y avait vraiment quelque chose, puis il fallait le nommer.
Mais comment on fait pour survivre à ça? Est-ce que vous avez failli partir à un moment donné, vous séparer, divorcer? C'est arrivé plusieurs fois que, pas pour lui. Lui, c'est vraiment, on est ensemble, il n'y a rien qui va nous séparer. Même l'unité familiale est très importante, puis vraiment rigide là-dessus. Mais moi, j'ai eu plusieurs fois des remises en question. Même que ça faisait partie de ma liste de solutions possibles que de nous séparer pour que moi, je vive avec ma fille, puis mon garçon vive avec mon mari pour éviter les conflits. C'était pas par manque d'amour, c'était pas par manque d'envie d'être ensemble, c'était plus pour trouver des solutions pour qu'on soit capable de vivre tout le monde sainement. De survivre à ça. C'est ça, sans violence, sans agressivité, sans... Ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu. Il y a eu des périodes de réflexion, mais ça n'a jamais eu lieu. On est tout le temps restés ensemble. On dirait que quand on va vers le bas, oups, on va vers le haut. Hein? C'est comme un peu des montagnes russes. Puis c'est sûr qu'on a envie d'être ensemble, mais ça reste quand même une possibilité. Là, c'est ça, j'entrevois aussi l'avenir. J'allais vous poser la question. Ouais. L'avenir, c'est quoi pour vous? Bien, là, on ne s'entend pas sur l'avenir, moi puis mon mari, par rapport à, justement, que nos enfants volent de leurs propres ailes, un petit peu forcés par nous. Lui, il veut que ça vienne d'eux-mêmes. Puis... Mais il est quand même conscient que ça, c'est comme pas possible. C'est très peu réaliste de dire que ça va arriver. Mais c'est ça, c'est qu'on a des visions différentes des choses, puis c'est comme si on se rejoint, on se comprend pas, on n'a pas la même vision du problème puis des solutions. Fait que on va essayer de travailler là-dessus pour... Mais vous avez quand même un plan. Vous avez pensé, c'est pas vous qui avez pensé d'acheter genre un duplex, puis eux autres vivraient en haut, puis vous autres en bas. Fait que ne serait-ce que physiquement... avoir chacun nos 4 murs là, pour ventiler. Oui, ça, c'est mon plan à moi. Oui. Ça, c'est mon plan à moi que j'essaie maintenant de faire son bout de chemin avec mon conjoint. Puis lui, c'est pas ça. Là. Même si c'est en haut, pas en bas, là, ou la porte à côté. Ou... Oui, c'est bien difficile. Là, présentement, là, ce qu'on a convenu, suite à la dernière crise, c'est que ma fille déménage au sous-sol. Puis il a été même, il s'est même opposé à ça. Puis, honnêtement, je comprends pas pourquoi. C'est aucun changement, rien. Puis finalement, j'ai forcé la note, puis parce que ma fille acceptait d'aller en bas. Donc, j'ai forcé la note, puis ça l'a ébranlé notre couple. Puis là, on essaie de remonter ensemble. Donc, elle a comme vous lui avez fait un appartement en bas, c'est ça? Bien, dans le fond, elle est partie d'une chambre en haut pour aller dans une petite chambre qui était mon bureau de télétravail en bas. Fait qu'elle est tombée d'un lit queen à un lit simple. Mais c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait vraiment... Son espace. Son espace avec la chambre de bain en bas. Parce que pour elle aussi, c'est pas évident. Bon, elle a un TDAH, mais je pense que dans l'ensemble, elle s'autogère, elle gère sa vie quand même de façon très différente de votre fils. Là. Oui. Puis elle a subi énormément d'agressivité de la part de mon fils. Puis mon fils se retient moins avec elle qu'avec nous. Puis, c'est sûr, elle est la sœur, nous, on est les parents. Fait qu'on accepte comme un petit peu plus de choses de notre côté qu'elle. Fait qu'elle elle est pas bien là-dedans. Puis, on essaie de trouver des solutions. Puis ça a été notre solution récemment qu'on essaye maintenant. Oui. En tout cas, c'est fou. C'est incroyable, cette histoire-là, Mélanie. Puis je trouve que vous êtes vraiment un exemple de courage, là. Vraiment, c'est assez impressionnant de vous entendre parler puis de raconter votre histoire. Puis je sais que vos sœurs, hein, vous partez une fois par année avec vos sœurs en voyage seules. Bien là, c'est la première fois qu'on a fait ça cette année. OK, c'est la première fois. C'était mon premier voyage sans enfant et sans mon mari. Ça a dû être le fun, ça, quand même. J'ai adoré mon expérience. Ça va être à mettre à l'agenda. Pas de stress, zéro stress. C'est là qu'on se rend compte que, mon Dieu, ma vie est stressante à tous les jours. Très. Chroniquement, intensément, là. Ouais. Parce que là, j'étais seule à contrôler, puis je savais que... vous, juste penser à vous, hein, oui. c'est déjà énorme. Oui. Bien, ce que je retiens de vous par rapport à votre rôle de proche aidante, de personne qui vit dans une situation comme ça, c'est
à un moment donné, il faut penser à soi, donc aller chercher de l'aide, se donner du temps de répit, avoir un entourage qui va être un plus dans notre vie. C'est déjà énorme de pouvoir faire ça. Je vous dis bravo. Ben merci. Bravo, Mélanie, puis je vous souhaite vraiment de la douceur. Je vous souhaite de la douceur dans votre vie. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de cette vie assez incroyable. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Nous allons maintenant parler à une intervenante psychosociale pour essayer de s'outiller à survivre, en fait, mieux chaque jour. Valérie Fortier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Moi, on le disait, vous êtes toute jeune, vous avez une grande expérience. Ah, ça se développe. Toutes les années, je vais chercher des nouvelles expériences. Vous aussi, vous vous outillez pour mieux outiller les gens. Vraiment, C'est vraiment. ça, en fait. Ben oui. Hein? Vous faites partie de l'équipe d'Arborescence qui a été fondée en 1980. Je sais qu'il y a un lien avec l'Association québécoise des parents et amis de personnes atteintes de santé mentale. Là. Donc, c'est quoi Arborescence? Ben, en fait, effectivement, on avait l'ancien nom qui était l'ACPAM. ACPAM, c'est ça. ACPAM, exact. Puis Arborescence, en fait, est l'ACPAM, mais est l'ACPAM 2.0. Et donc, on trouve des services là. Oui. Pour tous ceux qui ont besoin d'aide et d'assistance. Oui. Je le disais, tu sais, il y a une différence entre, tu sais, dans l'approche aidance, le veut pas, c'est très différent quand on parle de santé mentale versus une maladie neurodégénérative, un cancer, la paralysie cérébrale. Tu sais, il y a tellement de formes de proche aidance, tellement de formes de maladies. Ça ne demande pas les mêmes outils, ça ne demande pas les mêmes affaires parce que, on le disait un peu plus tôt, veut pas, la santé mentale, c'est, à moins que ton enfant ait 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, mais quand il arrive à l'étape d'adulte, bien souvent, on reste dans le couloir puis on rentre plus dans la petite pièce, là. Donc, il y a des choses dont on n'est pas au courant. Il y a tout le côté aussi de secret professionnel, confidentialité entre le patient et son psychiatre. Donc, ça change la donne dans notre rôle. On est pas mal plus démunis à quelque part. On peut l'être, en tout cas. Ben nous, c'est ce qu'on remarque, tu sais. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'invisibilité dans la proche aidance en santé mentale. C'est un bon mot, ouais. Tu sais, je pense que les proches aidants se sentent invisibles. Puis, des fois, ils se sentent, donc c'est un état qui est ressenti, mais des fois, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, comment que ça fonctionne, puis il y a plein de belles raisons pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, mais on protège beaucoup la confidentialité, puis on essaie de garder ça humain alentour de la personne qui vit avec les enjeux de santé mentale. Mais ce que ça a comme effet chez les proches aidants, c'est que souvent, ils ne sont pas avertis, impliqués, outillés, informés. Ils aimeraient raconter le quotidien. Ben oui. Oui. Quand c'est ton fils de 30 ans ou ton mari de 82 ans, mais ils peuvent pas, là, ils attendent dans le couloir. Là. Ouais, alors, le médecin entend bien ce que le patient veut dire. Il y a des mensonges, de la manipulation. Des fois, il y a plein d'affaires qui ressortent là-dedans. Exact. Puis les proches, ben, se sentent, comme vous l'avez dit, démunis, impuissants aussi beaucoup, et donc invisibles. Puis je pense que la santé mentale, de manière générale, il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible aussi. Fait que, tu sais, dans la proche parce que aidance... ça se passe en dedans, hein? Oui, c'est puis... pas nécessairement visible à l'extérieur. Ça paraît pas toujours, même souvent. Puis après, il faut que j'essaie de raconter ça pour avoir de l'aide, du soutien dans mon environnement, mon entourage. Il faut que j'essaye d'expliquer pourquoi c'est plus difficile de mettre mes limites à ma fille, parce que ma fille, elle a des enjeux de santé mentale qui font qu'elle va les contester continuellement. Mais ça s'explique difficilement parce que les gens, de manière générale dans la population, on en a moins d'informations. Fait que je suis proche aidant, donc il y a un fardeau subjectif qui vient avec la proche aidance en santé mentale, c'est-à-dire que j'ai pas nécessairement de tâches concrètes à faire dans l'aide, mais c'est une charge mentale et émotionnelle qui est quasi présente 100% du temps. Oui. Tu sais, quand mon proche vit en appartement, mais je sais qu'il consomme, je sais qu'il y a des idées suicidaires, puis que je peux rien faire, mais à l'intérieur de ma tête, je vis toujours dans cette inquiétude-là, dans cette hypervigilance-là, avec peu d'outils, peu d'informations. J'ai beau y faire à manger, j'ai beau venir y faire son lavage, il y a toute une affaire où t'es pas impliqué, t'es pas là, puis même si tu le veux, tu te fais juger par ton proche
qui pense que tu veux le manipuler. Exact. Le contrôler, s'immiscer dans sa vie. C'est complexe. Hein? Fait que c'est très... Ouais, c'est un type de proche aidance, selon nous, en tout cas, qui est très complexe puis qui amène beaucoup d'impact sur la santé mentale des proches aidants eux-mêmes. Exactement. Sur les relations aux autres. Puis Arborescence a cette mission-là, c'est-à-dire de leur offrir un espace où sont vus, sont entendus. Fait qu'on essaie de venir contrer cette invisibilité-là puis les mettre un peu plus de l'avant dans leurs besoins. Puis, veut pas, tu sais, la santé mentale, là, je veux dire, il y a de la honte liée à ça. Hein? T'es gêné, tu veux pas le dire que ta fille ou ton fils ou ton mari ou peu importe. Puis c'est très tabou encore dans notre société. Tu sais, même si on fait des grandes campagnes de levée de fonds, puis parce qu'on veut développer des services, c'est extraordinaire, on en a tellement besoin. Mais il reste que c'est un sujet encore très tabou. Trouves-tu? Est-ce que vous trouvez? Définitivement. C'est tabou pour la personne qui le vit, ce qui fait que souvent, elle va s'isoler de sa famille et ce qui contribue au fait qu'en proche aidant, c'est difficile parce que j'ai moins de liens aussi souvent avec mon proche. Ouais. Puis c'est tabou aussi pour les proches aidants d'en parler, tu sais. Puis on parle de plus en plus de tout ce qui est l'affect dépressif, l'affect anxieux. Là, on commence à aller là-dedans, mais quand on rentre dans les troubles de la personnalité, dans les enjeux de consommation, dans les troubles psychotiques, les délires, là, on est un peu moins informé. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'inconnu, de la peur aussi. Puis habituellement, quand on a peur en tant qu'être humain, on a tendance à un petit peu l'éviter. C'est ce qui crée le tabou puis ce qui crée le silence alentour de tous ces enjeux-là. Tu sais, je pense que ça part d'une place d'incompréhension, d'inconnu, puis d'inquiétude ou de peur. Puis les proches aidants sont comme en sandwich entre « j'ai envie d'en parler, puis je veux plus que ça soit tabou parce que c'est étouffant ». Mais en même temps, quand j'en parle, je me fais dire « t'as-tu pensé à dire ça, à faire ça? » Là, c'est comme « ah, j'ai pas d'énergie. » Oui, mais non, j'ai pas d'énergie, exact. Oui. Peu importe ce que je dis. Puis c'est pas ça le point. T'sais, fait qu'ils sont souvent dans cette zone-là. Puis un des commentaires qu'on a le plus souvent chez Arborescence, c'est comment que ça fait du bien pour eux d'avoir un espace où ils sont entendus, puis ils sont compris, puis qu'ils n'ont pas à se justifier. Parce que la proche aidance en santé mentale, ça vient aussi beaucoup avec la justification. C'est sûr. Puis juste de dire, de nommer, de le brailler, de le sacrer, de le crier, la pression que tu vis, je veux dire, on a besoin des espaces comme ça. Puis là, je veux parler avec toi parce qu'il y a des clés, il y a des principes de base. Là, on parle d'outils. Puis c'est ça qu'on veut donner aux gens qui nous écoutent. Alors, commençons par les clés. Il paraît qu'il y a 3 clés du rétablissement dans le rôle du proche aidant. C'est quoi les 3 clés? Mais tu sais, en santé mentale, en santé physique, on va dire comment je vais me rétablir. Fait que là, le médecin ou peu importe le professionnel de la santé va nous donner tel médicament, tel exercice. En santé mentale, c'est un peu la même chose. C'est juste que, bon, les clés sont un peu différentes. On va parler de l'approche biopsychosociale. Bio, pour le volet biologique, psycho pour le volet psychologique, social pour le volet environnemental, relationnel. Donc, quelqu'un qui vit avec des troubles de santé mentale, dans plusieurs situations, pas nécessairement dans tous les cas, mais dans l'idéal, aurait un suivi psychiatrique ou au niveau de la médication, au niveau donc... Oui, parce que ça, c'est toute une affaire aussi, la médication, trouver la molécule qui fonctionne avec l'autre, parce que tu en prends 3-4, juste ça, c'est un grand défi, là. C'est un énorme défi, puis c'est pour ça que celui-là, je mets un peu un bémol, parce que c'est pas mon expertise, puis c'est pas notre rôle chez Arborescence, mais c'est quand même important de souligner que dans certaines situations, l'approche biologique va être importante. Donc, ça va prendre certaines molécules pour certains troubles en particulier. Les 2 autres volets, qui sont un peu plus dans notre domaine d'expertise, qui sont des clés au rétablissement, c'est le volet psychologique. La personne qui a un trouble de santé mentale, elle a des émotions, elle a des croyances, elle a des perceptions. Puis c'est ça qui génère les manifestations et les symptômes. Il y a un cœur. À chaque enjeu de santé mentale, il y a un bobo, il y a quelque chose qui fait mal que j'essaie de protéger puis j'essaie d'éteindre. Mais c'est tellement dur à un moment donné que ça va générer des manifestations comme de l'anxiété, comme l'affect dépressif. Je vais vouloir consommer pour apaiser ça. Puis le volet psychologique, l'approche psychologique va venir travailler qu'est-ce qui fait que tu ressens ça? Qu'est-ce qui fait que tu crois ça de toi-même? T'sais? Fait que c'est une clé hyper importante. On va parler entre autres de la psychothérapie, mais maintenant, il y a toutes sortes d'approches, la zoothérapie, l'art-thérapie, faire un sport, le travail social, n'importe quelle approche qui va venir
permettre à la personne d'aborder ce qu'elle ressent, puis comment qu'elle perçoit le monde. Oui, puis c'est ça qu'il faut trouver aussi. Je trouve ça intéressant parce que des fois, quand on pense d'aller chercher de l'aide, ça veut nécessairement dire un psychologue, un psychiatre. Non, il y a différentes formes dans nos lectures. Il y a des lectures qui vont nous inspirer, puis il y a des pratiques. Tu parles d'art-thérapie, isothérapie. Il y a la danse, le chant. Il y en a qui font partie de chorale. Ça leur apporte une joie extraordinaire. Tout à fait. L'idée, c'est de se prendre en main, peu importe ce qu'on décide. Exact. Puis ça, c'est déjà quelque chose à défaire aussi. Justement, il n'y a pas une façon de se rétablir. Puis les proches, parce que ils savent moins, ben ils ont l'impression que c'est la seule avenue. Fait que ça les met aussi dans une situation d'impasse, tu sais. Alors que moi, souvent, ce que je dis à des clients, c'est votre proche qui vit avec un trouble de santé mentale, là, ce qu'il a de besoin, c'est d'avoir un espace où il est entendu, puis où il peut cheminer, puis un lien de confiance qu'il va créer avec quelqu'un qui va pouvoir l'amener ailleurs, tu sais. C'est qui cette personne-là? C'est pas vraiment grave. C'est quoi, comment que je vais naviguer là-dedans. Fait que déjà, de défaire certains préjugés ou certaines images qu'on peut avoir du rétablissement. Puis le dernier volet, la dernière clé pour que quelqu'un qui a un trouble de santé mentale puisse entamer le chemin du rétablissement, c'est le volet social. Ou arborescence, là, on est vraiment... Notre mission, elle est sur cette clé-là, sur ce volet-là. C'est que nous, on croit, bien pas juste nous, l'approche biopsychosociale, elle est bien étudiée scientifiquement, mais on croit que la famille, les proches, les membres de l'entourage d'une personne sont des clés immensément importantes. C'est la base, hein? C'est le filet de sécurité. Parce que c'est les gens en qui tu as confiance. Ben oui. Ou que tu devrais avoir confiance. Ben ceux qui te connaissent, qui t'aiment, qui te respectent, qui veulent être là pour toi, tu sais. Mais le problème actuellement, c'est que ce filet-là, on n'en prend pas soin. Fait que comment je peux être un filet de sécurité aidant si je suis au bout du rouleau, si je suis moi-même épuisée dans mon rôle de proche aidant? Puis en santé mentale, puis en psychiatrie, puis c'est rien pour défaire leur travail parce qu'ils font un superbe travail, mais ils n'ont pas la mission ni nécessairement le temps pour prendre les membres de l'entourage comme des patients mais aussi. Non. Je veux parler des 5 principes de base pour le proche aidant. Allons-y. Le premier, les limites. Ça, c'est mais ça dans n'importe quelle forme de proche aidant, se mettre nos limites comme proche aidant, c'est pas évident, là. Bien, puis on n'a pas appris à les mettre. La limite, c'est pour pas m'abandonner moi-même. C'est ça la limite. Ça ne concerne pas l'autre, ça concerne moi. Parce qu'on dit, pour aider, il faut s'aider. Parce que si on n'est pas équipé pour aider, on ne peut pas aider personne. Puis on va sombrer, nous aussi. Définitivement. Donne-moi, Valérie, des exemples quand on parle de limites. Concrètement, là, toi, tu as entendu des cas, tu as parlé avec des familles, puis la mère a été obligée de faire ça ou le conjoint a été obligé de faire ça. Ça veut dire quoi, concrètement? Oui. Par exemple, une mère a une fille d'une 30aine d'années qui vit avec un trouble de la personnalité limite, qui est un trouble qui déjà va venir tester relationnellement beaucoup les limites de l'autre pour venir confirmer « vas-tu m'abandonner ou tu restes là quand même? » Donc, dans cette dynamique-là, par exemple, la fille qui est en état souvent probablement d'intoxication, parce qu'on sait que ça fait partie aussi dans plusieurs situations de la problématique, va appeler sa mère au travail en état d'ébriété. Puis là, va commencer à lui dire un peu des bêtises, ça va dégénérer assez vite. La mère entend ça, puis à chaque fois, c'est « t'as pas fait ça pour moi, t'as pas été adéquate, tu veux pas venir me chercher, tu veux pas me donner d'argent, c'est à cause de toi si je suis comme ça. » Et la mère entend ça continuellement. Donc, ça vient alimenter, ça vient mettre de l'essence sur le... Ah oui, puis qui est déjà, quand je suis proche aidante en santé mentale, déjà, j'ai l'impression d'avoir failli à ma job de proche. J'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de pas correct, j'ai pas été là. J'ai pas eu l'instinct, j'ai pas su entendre et voir ses besoins. Culpabilité. Alors qu'on s'entend-tu que 99,9% du temps, c'est tellement pas ça? Ben non, c'est plus... Ben non. OK, donc cette mère-là va mettre ses limites en « je peux pas te parler ». La mère va dire, là, en ce moment, c'est en train de m'affecter, là. Ça me fâche, ça me fait de la peine ce que tu es en train de me dire. Je pense que c'est pas un bon moment qu'on se parle. Qu'est-ce que tu dirais qu'on se reparle plus tard? Ce qui arrive, c'est que plus je mets mes limites, plus l'autre personne va comprendre qu'une limite égale pas de l'abandon, égale pas du rejet. Puis il faut que cette connexion-là se fasse à un moment donné pour arriver à tolérer les limites puis arriver à être bien dans mon rôle de proche aidant. Sans les limites, je me mets à risque de me désengager complètement parce que c'est trop exigeant. Après ça, il y a
La responsabilisation, c'est un long mot, ça. Oui, qui est comme un peu un cousin des limites, là. T'sais. Fait que la responsabilisation, c'est de reconnaître qu'est-ce qui m'appartient puis qu'est-ce qui appartient à l'autre. Et la responsabilisation, elle est importante parce que en santé mentale, ce qu'on veut éviter, c'est l'infantilisation. Donc, comme parents, d'infantiliser notre personne notre qu'on proche. aime, notre fille. On va garder l'exemple de la fille. Oui. OK. Ça pourrait être ma conjointe, ça pourrait être ma mère, ça pourrait être... Parce que il va se créer un cercle vicieux où plus j'infantilise, plus la personne devient dépendante de moi pour prendre ses responsabilités. Puis a l'impression, en santé mentale, c'est là que c'est fin, c'est parce que... L'impression? C'est l'impression, puis on veut surtout pas venir jouer dans leur estime parce que ça est déjà à terre dans la majorité du temps. Puis là, si je me surresponsabilise en tant que proche aidant, c'est-à-dire que je prends tout ce qui appartient à l'autre. Je prends tes rendez-vous chez le psy, je te donne l'argent pour ta consommation, tu vis chez moi malgré que tu respectes aucun code de vie ou tu respectes pas mes limites, mais c'est correct, j'y prends les responsabilités. Bien là, ça met l'autre dans une posture de déresponsabilisation. Ça veut dire que je vais me tourner vers l'autre toujours pour que tu le fasses pour moi. Le danger, c'est que je vais éviter à la personne qui vit avec le trouble de santé mentale de vivre l'échec, mais inévitablement, je vais l'éviter aussi de vivre de la réussite. Ouais, parce qu'un va avec l'autre. Si on va au prochain, les émotions. La validation des émotions. La validation. Ça, là, c'est un outil extrêmement puissant. Donc, validation des émotions du proche aidant. Toujours. De la personne qui a un trouble de santé mentale. D'abord. Et du proche aussi, dans le sens où nous, chez Arborescence, on va valider l'émotion du proche aidant. C'est normal, vous avez le droit de vous sentir coupable, vous avez le droit de vous sentir impuissant. Ça ne veut pas dire que tu as raison de te sentir comme ça. Je suis pas là pour dire qui a raison de ressentir quoi. C'est pas ça le point. C'est que tu as le droit de te sentir comme ça. Oui. Puis en santé mentale, ben oui, puis les gens, ils ont des émotions, là. Ils sont en état émotionnel tout le temps. Tout le temps. Puis le meilleur exemple que je peux donner pour la validation émotionnelle, c'est par exemple, j'ai peur de l'avion. Je dis à quelqu'un, j'ai peur de l'avion. Réflexe humain, c'est de m'expliquer pourquoi je devrais pas avoir peur de l'avion. Mais tu sais, l'avion, je veux dire... Ben non, tu t'en fais pour rien. Il y a moins de proportion on a plus de chances de traverser la rue. Exact. On fait tout ça. Exact. Mais ça fait quoi, ma peur? Ça changera rien, Ça change rien. Ça se peut même que moi, je me mette à me justifier pourquoi j'ai raison d'avoir peur de l'avion. Fait que la validation émotionnelle, c'est pas de dire tu devrais ou tu devrais pas. Je comprends que tu as peur, tu as le droit d'avoir peur. C'est vrai que c'est insécurisant. C'est tout. C'est à force de le faire qu'on a de moins en moins peur, hein? C'est exact. Ça. Il faut rembarquer sur le vélo, hein? Oui. Il faut rembarquer sur le cheval qui nous a éjecté. C'est ça, hein? Exact. Puis c'est des dynamiques relationnelles qui sont complexes en santé mentale. Fait que là où on a le plus de pouvoir en tant que proche aidant, c'est sur le lien que j'ai avec l'autre. C'est sur le lien de confiance. Je peux pas décider s'il va aller à son psy ou je peux pas décider s'il va prendre ses médicaments ou quel appartement il va choisir ou comment il va payer ses factures. J'ai pas ce pouvoir-là sur l'autre. J'aimerais ça pour y faciliter la vie, entre gros guillemets, pour ceux qui vont écouter, mais le point, c'est que j'ai pas de pouvoir là-dessus. Puis ça, c'est tough à accepter. Mais la validation émotionnelle va permettre au lien de se maintenir. Autre point, communication non verbale, non violente, non verbale, non violente, violente, parce que c'est sûr que ça peut monter à la violence. Il y a comme un seuil de tolérance qui est plus là à un moment donné, là. Ouais. Donc, c'est humain, ça aussi, là, fait que, tu sais, ça va continuer. Je dis tout le temps aux clients, quand même, qu'on parle de communication non violente, ça va continuer d'être parfois violent, entre guillemets, encore une fois. toujours être testé. Ça va toujours être testé. Toujours, oui. La communication non violente, en fait, c'est de rester dans un état le plus possible de bienveillance vis-à-vis de l'autre, mais c'est de part avec ses limites, parce que des fois, quand je suis plus capable d'être dans une situation, c'est là que je vais me mettre à tomber dans la communication plus violente, que je vais accuser l'autre, que je vais lui dire ça n'a pas d'allure, qu'il est paresseux, qu'il devrait en faire plus, qu'il n'a rien compris, que c'est de sa faute s'il est dans cet état-là. Tu sais, je vais tomber dans des propos comme ceux-là. Qu'est-ce qui arrive à ma relation dans ces moments-là? C'est que souvent, comme proche aidant, je vais repartir de cet échange-là avec la culpabilité dans le tapis. Et la culpabilité, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient m'éloigner de mes besoins et de mes limites. Parce que quand je me sens coupable, c'est pas là que je mets mes limites. C'est pas là que je nomme mes besoins.
c'est quand je me sens coupable, c'est là que je les enlève. Puis que Oui, je veux puis être dans l'autre. Tu sais. C'est dans ça aussi qu'on perd de l'estime de soi parce que on n'aime pas se voir oui. dans cet état-là. Tout à C'est pas fait. ça qu'on veut être pour l'autre. Ouais. Mais ça va toucher à ça. Ouais, hein, c'est un ça va super bon toucher à point. ça. Exact. Soin de soi. Ouais, Soin ouais. de soi, soin de soi, soin de soi. Ouais. Ça, c'est aussi très difficile. C'est très, très difficile parce que c'est tellement pas instinctif quand on aime quelqu'un puis que cette personne-là va pas bien. Toi, tu comptes pas, là. Ben non. T'es en urgence vers l'autre. Ouais. là, mais Non toi, faut que tu seulement restes je debout, compte là. pas, mais je me dis quand il va aller bien, je vais être bien. Fait que je suis dans l'attente de mon propre bonheur aussi. Fait que, Ah, c'est bon, ça. Je suis en attente de mon propre bonheur en même temps. fait que je passe à côté. Je suis pas du tout dans le moment. Tu sais, je suis dans cette posture d'attente. Et ça met une pression sur l'autre. Inconsciemment, indirectement, Inconsciemment, bien oui. sûr. Parce que lui non plus, il se pense pas, il se trouve pas adéquat. Ils se sentent responsables. Ils ont quand même une certaine conscience. Là, Ah, ben On oui, est des humains. là. définitivement. Valérie, merci infiniment. Valérie Fortier, qui est intervenante psychosociale, membre d'Arborescence. C'est quoi encore l'adresse courriel pour le service? Oui, c'est accueil@arborescence.québec, Québec en long. Puis le numéro de téléphone 514-524-7131. Tout ça va se retrouver de toute façon sur le site Internet de l'appui des proches aidants. Merci infiniment. Merci à C'était vous, vraiment. super intéressant. C'était concret. J'ai adoré ça. Mais merci pareillement. Merci. Merci à vous. Sujet complexe que la santé mentale, c'est une réalité encore plus compliquée, je trouve, pour une personne proche aidante. On l'a bien vu. Alors, on vous dit souvent d'aller chercher de l'aide. Bien, j'ajouterais que dans un cas de situation de santé mentale, c'est juste impossible d'y arriver sinon. Alors, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Dans un premier temps, autre conseil qu'on peut vous donner, c'est aller faire un tour sur le site de l'appui.org. Il y a beaucoup d'outils et de conseils à votre disposition. Vous pouvez appeler aussi à Info Aidant 1-855-852-7784. Vous trouverez là toujours une oreille bienveillante. Il faut ventiler, il faut parler, se vider le cœur, essayer de comprendre ce qui nous arrive, parler de nos inquiétudes pour mieux agir, en fait, en bout de ligne. Vous pouvez écrire aussi info-aidant@l'appui.org. Puis si jamais vous avez envie de nous raconter votre histoire, votre parcours de proche aidant, nous, ça nous ferait plaisir de vous accueillir dans notre studio. Alors ça, c'est appuibalado.ca. Merci à mes invités, Jean-Philippe Dion, Mélanie Lamotte et Valérie Fortier. Dans le prochain épisode, qui est le 6e, nous allons consacrer notre balado pour parler de maladies rares. Parce que là aussi, parfois, entre le diagnostic et les ressources, ça peut être un long, long chemin. Alors, nous allons tenter de répondre à plusieurs questions. D'ici là, prenez bien soin de vous. Marina qui vous dit à bientôt.